souhait d'encourager cette initiative en nous permettant d'avoir accès au théâtre. Je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. En tout cas, voilà, je voulais le signaler. Je voulais dire aussi qu'il est évident que ce forum aurait été beaucoup plus compliqué si Pierre Bouchelot, qui est journaliste de télévision, n'avait pas d'emblée aussi, lui, répondu avec vraiment beaucoup d'enthousiasme pour sa participation, pour animer cette journée. Ça nous a été vraiment extrêmement utile, c'était important. Je devrais parler de tous les gens qui ont concouru depuis le début, parce que c'est une organisation qui s'est faite il y a déjà un bon moment, et qui a rencontré beaucoup de vicissitudes. Il y a eu des gens qui ont participé au début de manière très soutenue, et puis après, les choses se sont moins bien passées. Enfin bon, il faut savoir qu'en tout cas, ils ont eu un rôle important à l'origine. Et puis, c'est probablement le sujet. Je pense que le sujet, on va en parler, la levée d'une omerta, le lever d'un secret ne se fait jamais sans perturbations diverses et variées. Et je pense que l'organisation a aussi été touchée par ce processus complexe qu'il faudrait analyser aussi, qui demanderait certainement un développement que nous avons choisi, d'ailleurs au départ, parce que quand on avait évoqué la présence de psychologues ou de psychanalystes pour évoquer la question du secret, on a préféré écarter cette hypothèse. Bon, c'était un choix, je ne suis pas sûr, je pense que c'est très important, je pense que de toute façon il faudra le faire à un moment donné, parce qu'il est évident que le secret qui entoure ces accidents de Saint-Laurent-des-Eaux ne peuvent pas être traités que politiquement. Enfin, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des phénomènes très complexes et philosophiquement également, et c'est d'ailleurs pour ça que le forum se terminera demain soir avec l'intervention de Jean-Marc Royer, s'il vient, parce que lui aussi vient en train, et donc ça serait terrible s'il n'est pas. Déjà, Marie-Christine Gambarini, qui devait venir de Toulouse, ne pourra pas être présente, et elle devait jouer un rôle très important dans ce forum. Bon, en tout cas, je continue un petit peu mes remerciements, parce que je pense que c'est important. Il faut comprendre qu'il y a eu des gens qui ont vraiment participé de telle manière que, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées, on est là aujourd'hui, peut-être pas très nombreux, mais en tout cas pour le moment, peut-être qu'il y en aura un peu plus dans la journée, mais sans lesquels ce forum ne se serait pas tenu. Alors je vais quand même en citer quelques-uns si vous voulez bien. Je voudrais remercier Patrice Laurent, qui est en train de filmer en ce moment, qui est gilet jaune. Je voudrais remercier Bernadette Moreau, qui a fait ce magnifique flyer que vous avez peut-être vu, un beau travail d'infographisme. Il y a également Françoise Pouzet, je ne les vois pas, Françoise Pouzet qui est la présidente de Sortir du nucléaire, Berry Ginois Puiset, et qui nous a beaucoup soutenus. Et puis, d'accord. Et puis, bien sûr, je voudrais, elle n'est pas là, mais elle a joué un rôle fondamental dans l'organisation de ce forum, puisqu'elle est loin, elle est dans le Gard. C'est Dominique Naz, sans qui je pense que ce forum n'aurait jamais pu avoir lieu, je pense que je suis convaincu. Et puis enfin, Thierry Allot, qui est sur scène, qui est donc journaliste indépendant et économiste, et qui lui est un peu l'esprit de ce forum, puisque c'est lui grâce à lui, que ce forum a lieu, quoi. Donc, il va d'ailleurs nous apporter beaucoup d'informations. Et bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà pour les gens qui ont participé à ce forum. J'espère que je ne fais pas d'erreur manifeste, mais bon. Alors, pour la présentation, c'est pareil. Hein? Oui, Jean-Yves. Jean-Yves qui est intervenant. Mais de toute façon, on va vous te présenter, je vais présenter les autres intervenants. Oui, excuse-moi Jean-Yves, c'est vrai que Jean-Yves était plus un petit peu plus éloigné à Angers, il n'était pas directement dans l'organisation. Mais, et puis d'ailleurs, il y en a d'autres, hein, je n'ai pas nommé tout le monde, Jacques Terraché, il y en a bien d'autres. Hein. Et donc, comment dirais-je, j'avais fait plusieurs versions de présentation.
aucune convenait, alors j'ai décidé que j'allais le faire de manière un petit peu improvisée. J'espère que vous ne serez pas. J'espère que. Ça, c'est sortir du nucléaire du Berry. Ils sont très insolents. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop long. Alors ça va pas être trop long, je ne sais pas si je suis capable, on verra bien. Alors, ça permet d'attendre aussi nos intervenants aussi. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Bon, alors la question fondamentale quand même, face à cette affaire, c'est pourquoi avoir organisé un forum sur ces accidents de Saint-Laurent-des-Eaux qui suscitent des réactions extrêmement contrastées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut savoir par exemple que il est tellement intéressant le sujet de ce forum qu'on a sollicité notamment beaucoup de journalistes, notamment les journalistes locaux, et par exemple, moi je tiens à le dire parce que c'est quand même ça fait partie du processus hein, de cette omerta, de ce secret autour des accidents. Les gens de la République du Centre nous ont répondu qu'ils ne couvriraient pas ce forum. Hein. Donc voilà, il faut le savoir. Et puis bon, il s'avère que les réactions, à part quelques journalistes qui sont vraiment, qui savent que ce sujet est vraiment très important, on a eu des réactions qui nous ont beaucoup étonnés aussi d'assez grande indifférence. Et d'ailleurs, vous aurez pu remarquer peut-être qu'à la date du 17 octobre, à la date anniversaire, il n'y a pas eu un seul article dans la presse nationale, ni locale d'ailleurs, et juste un article de scientifiques de l'école X-Minitech de Paris. Et voilà, c'est tout. Et donc voilà, je tenais à vous préciser ce contexte parce que ça fait partie du processus qui est en jeu dans cette omerta et dans ce secret. Alors, il y a peu de réactions, ou alors des réactions d'indifférence, ou alors des réactions d'enthousiasme, comme je vous le disais, comme Pierre Bouchenot, quand je lui ai demandé de venir, d'emblée, il a été vraiment, il a fait une réponse immédiate d'intérêt, quoi, ouais. Et donc c'est très contrasté, parce que, en fait, ces accidents, c'est parce qu'ils sont, je pense, très graves en réalité. Ils n'apparaissent pas très graves si on les compare à Tchernobyl ou Fukushima, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais ils sont graves parce qu'il y a un silence, parce qu'on refuse absolument de voir ce qui s'est passé pendant ces accidents. Que ce soit le déroulé, que ce soit les conséquences, il n'y a rien, strictement rien. Il faut comprendre que sur cette question, il y a eu des petits passages dans les livres au départ, mais qui ne faisaient pas de commentaires sur les accidents. Mais le seul document qui existe, c'est un article du Point qui est sorti au mois de mars 2011, c'est-à-dire 11 jours après l'accident de Fukushima, et que je vais vous lire tout à l'heure. Et puis c'est tout. C'est absolument tout. Après, il y a eu le documentaire de Jean-Baptiste Renaud qu'on va projeter juste après mon intervention. Et puis, enfin, le livre de Thierry Gadot qui en parle de manière un peu plus précise. Il y a aussi une historienne américaine, Gabrielle Esch, qui en a parlé dans son livre Le rayonnement de la France. Voilà, c'est elle qui en a parlé aussi à un moment donné, c'était en 2003 ou 2004, je crois. Hein. Et donc, mais à part ça, rien n'a été dit, rien, pas un colloque, pas une conférence sur le sujet, quoi. Alors donc, ce qui est en question, c'est le secret. Le problème du secret qui, dans le nucléaire, est omniprésent. Alors, face à cette affirmation, la plupart des nucléophiles, nucléocrates pro-nucléaires, comme on veut, ils vous disent, mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas de secret. Le sujet est connu depuis le début. Il y a eu des articles dans la presse dès le départ. Oui, mais quel type d'article? Il y a eu des articles, effectivement, mais avec de la part des autorités, des responsables de d'EDF, une minimisation à outrance de ce qui se passait, à tel point que ça a paru tellement anodin qu'il y a eu les commentaires immédiats, un incident, comme il y en a d'autres, il y aurait une petite fuite, tout ça, puis hop, c'est fini. Et depuis cette époque, plus rien, mais plus rien. Rien du tout.
Et quand vous demandez d'ailleurs, je parlais avec Sylvain Tronchet qui va intervenir aussi ce soir, qui est journaliste d'investigation à France Inter, quand on a eu notre conversation, il me dit, mais moi j'ai commencé à interroger autour de moi pour savoir si les gens dans le milieu journalistique, s'ils étaient au courant. Personne n'était au courant. Corinne Lepage, Thierry Gadot le dit dans son livre, Corinne Lepage qui est vraiment très spécialisée sur la question, et elle n'avait pas connaissance de l'accident de 80, si c'est bien ça. Hein. Et donc, c'est vraiment juste inouï. On est à 30 km d'Orléans, et la plupart d'entre nous ne savaient même pas qu'il y avait un... Moi, je ne savais pas, personnellement, avant l'article que je vais vous lire, je ne savais pas qu'il y avait eu un accident. J'ai vécu 18 ans à Orléans, je ne savais pas. Et pourtant, je suis médecin, et quand même, les conséquences comment dirais-je, d'une contamination, c'est quand même quelque chose qu'on devrait aborder de manière très pointue, précise, sérieuse. Rien, il ne s'est rien passé. Alors, il faut savoir quand même que ce secret, il n'arrive pas par hasard. Il provient du... C'est une histoire qui lie le nucléaire civil au nucléaire militaire. Le nucléaire militaire, enfin, les militaires sont habitués au secret, et ça a évidemment imprégné beaucoup la perception par les civils de la façon dont il fallait communiquer sur le nucléaire. Et c'est d'ailleurs le fait que les civils soient confrontés à ce secret, enfin à ces processus de secret, qu'ils ont donné leur touche à la manière de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir imposer un secret sans qu'il y ait de secret. Parce que ils ont finalement modifié l'expression du secret. Un militaire, ça ne dit rien, point. Voilà, du secret. Les civils, eux, c'est différent. Ils modifient, ils donnent des informations au compte-gouttes, ils minimisent, ils travestissent, ils les rendent accessibles sans que ça le soit en réalité. Enfin, vous voyez, il y a toute une technique ils ont vraiment affiné la technique de communication pour qu'un secret n'en soit pas un tout en un déterminant. C'est peut-être ça d'ailleurs la plus grande complexité de ce phénomène autour de Saint-Laurent-des-Eaux. Alors, pourquoi aussi y a-t-il un secret autour de Saint-Laurent-des-Eaux? Eh bien, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à l'époque, les gens qui s'occupaient du nucléaire affirmaient, étaient convaincus que le nucléaire était infaillible. Infaillible. Comme il ne pouvait pas y avoir d'accident, qu'il y ait un accident, c'était impossible à dire. Il ne fallait surtout pas que ça se dise. Surtout pas. Et le fait qu'on pense que le nucléaire est infaillible, eh bien, ça rend d'une certaine manière tous les gens qui sont impliqués dans l'industrie nucléaire, ça les rend vraiment... Enfin, moi, je trouve que ça les rend fous, quoi. Ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni, et ce déni va générer très rapidement ce que Corinne Lepage appelle une religion d'État. C'est ce à quoi on est confronté en France, qui est une spécificité. C'est ce phénomène de religion d'État. Et puis pour Gabrielle Hesch, que je citais tout à l'heure, elle pense que le nucléaire, en France, c'est une identité. C'est ce qui représente la grandeur de la France. Donc, avec une conception comme ça, il faut comprendre que, effectivement, c'est un joyau qu'il faut protéger de tous les moyens, et notamment par celui du secret. Quand on rentre un petit peu dans le domaine du nucléaire, d'emblée, enfin moi je me souviens, pour parler de moi, en 2011, après Fukushima, parce que beaucoup de gens se sont remobilisés ou mobilisés à la suite de Fukushima. Et je me souviens que quand j'ai commencé à approfondir un peu la question, j'ai eu le sentiment de tomber dans un monde de folie, mais véritablement. Et cette situation, moi je me suis vu réagir de façon très diverse en me disant non mais bon, c'est trop compliqué, il faut s'en extraire le plus vite possible, et puis on va tenter de ne pas y penser. On est tenté par cette attitude, et c'est ce que font la plupart des gens. Et puis il y a l'autre attitude qui consiste à dire bah non, on ne peut pas laisser faire, on ne baisse pas les bras, c'est pas possible, il faut résister, quoi. Et là, ça donne des antinucléaires qui se mobilisent et pour qui le travail est vraiment ingrat, parce que vraiment c'est très difficile. Il suffit de voir le résultat de l'information qu'on donne pour le forum et notre affluence, quoi. Mais c'est vraiment bon, et ça demande beaucoup de travail.
s'il faut, quand je vous disais pourquoi il faut pas, pourquoi ce forum, mais parce que tout simplement, pour une raison simple, c'est que le nucléaire, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et personnellement, je pense même, enfin, ça c'est un truc qu'on peut discuter demain après-midi, c'est que le réchauffement climatique, de mon point de vue, eh ben, c'est moins grave que les conséquences du nucléaire. Je pense même que c'est moins grave que la question des pesticides qui tuent le vivant. Mais bon, ça c'est un autre débat. Là, en disant ça, je ne vais pas me faire des amis. Mais en tout cas, le nucléaire, c'est certain. C'est extrêmement grave. Ça, on ne sent pas, on ne voit pas, mais c'est très dangereux. Donc, il faut en parler. Je vous disais tout à l'heure, la réaction qu'on peut avoir face à la problématique du nucléaire, c'est de dire bah non, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est pesant, c'est insupportable. C'est même difficile à penser d'ailleurs. D'ailleurs, le nucléaire ne se pense pas. Le nucléaire ne se pense pas. Quand vous regardez autour dans les librairies, il n'y a quasiment aucun livre de philosophie consacré au nucléaire. Pourtant, le nucléaire, l'apparition du nucléaire introduit un changement paradigmatique dans notre civilisation, dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas pensé quand vous voyez plusieurs philosophes médiatiques, même Onfray, Michéa, enfin, et bien d'autres, ils ne parlent pas du nucléaire. Et il n'y en a quasiment aucun. Il y a Jean-Jacques Delfour qui est à Toulouse qui en parle, et puis il y a aussi, qui n'est pourtant pas philosophe de formation, Jean-Marc Royer, qui viendra, j'espère, demain après-midi pour exprimer sa pensée, une pensée profonde sur la question. Je voulais vous dire que, alors ça va vous paraître un peu prétentieux, mais dans ce contexte-là, dans le contexte que je viens de vous décrire, il s'avère qu'en fait, le forum, en fait, c'est un forum historique, en fait, parce qu'il n'y a jamais eu, je vous l'ai dit au départ, il n'y a jamais eu de colloque, pas la moindre conférence sur ces accidents de Saint-Laurent-des-Eaux. C'est le premier. Mais c'est au point que même chez les antinucléaires, les accidents de Saint-Laurent ne sont quasiment pas évoqués. Par exemple, il y a eu à l'automne 2017 le Forum social mondial antinucléaire qui s'est tenu à Paris. Eh bien, les accidents de Saint-Laurent, les autres accidents ont été énoncés, ceux qu'on énonce toujours, Tchernobyl, Fukushima, Tsuma et Hainan, Saint-Laurent-des-Eaux n'étaient pas évoqués. Et ce n'était pas possible de l'évoquer parce que je l'ai demandé et ça n'a pas pu se faire. C'est à ce point. Donc voilà, face à cette situation, je veux dire, soit on baisse les bras, soit au contraire, on résiste et puis on dit très fort que bah, ça suffit, quoi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, tout ça, c'est pas bon, quoi. Non seulement en danger, mais psychologiquement, ce n'est pas anodin du tout. Et moi, je pense que l'enjeu de ces journées, c'est de démontrer à quel point l'industrie nucléaire n'est pas qu'une industrie de production d'électricité, mais qu'elle est une entreprise d'aliénation, je dirais jusque-là, d'aliénation de l'homme, de sa manipulation, de sa chosification, parce qu'on ne ment pas pendant 50 ans sur ce sujet de manière anodine. Vous verrez tout à l'heure dans le film, l'ex-président de EDF, Boiteuse, ment effrontément à la question de Jean-Baptiste Renaud. Il ment. 50 ans plus tard, il ment. Et donc, on ne dissimule pas, on ne trompe pas, on ne s'auto-intoxique pas pendant aussi longtemps sans générer des troubles psychologiques en soi-même, qu'on soit très impliqué au niveau nucléaire, ou moins, sans générer des troubles psychologiques en soi-même et chez ses contemporains. Et donc, le monde du nucléaire, en fait, pour faire rapide, je ne voudrais pas être trop long, déjà, je commence à être un peu long. Le monde du nucléaire, c'est vraiment un monde de folie dont il est impératif de sortir l'humanité. J'en suis convaincu. Je ne vais pas être très long, je voulais juste au moins vous signaler une chose aussi, parce que, bon, ça peut être joué un peu dans mon propre histoire, mais je ne sais pas si vous savez quand a débuté le mouvement des indignés. Eh bien, le mouvement des indignés a débuté au mois de mai 2011 à la Puerta del Sol à Madrid.
C'était quelques semaines après l'accident de Fukushima. Vous allez me dire, ben non, mais ça n'a rien à voir. C'est le problème des subprimes et les gens étaient dans la rue. Oui, peut-être. Mais il s'avère qu'historiquement, c'est arrivé juste après, et l'angoisse de Fukushima, l'angoisse majeure de Fukushima, majeure. On n'a pas non plus analysé ce que ça produit dans la population chez nous. Pierre Fété nous en parlera demain matin, puisqu'il il anime un blog avec beaucoup de ténacité. Il a beaucoup de courage. Grâce à lui, on sait un peu ce qui se passe à Fukushima. Et donc, je voulais vous dire qu'il peut y avoir un lien. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que j'en suis là. Si ce forum, s'il n'y avait pas eu de l'Indile, ce forum n'aurait pas existé. S'il n'y avait pas eu Notre-Dame-des-Landes, ce forum n'aurait pas existé. S'il n'y avait pas eu Nuit debout, s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, ce forum n'aurait pas existé. Donc, il y a une filiation politique aussi là que je tenais à souligner, même si on peut regarder les choses de manière différente. Alors, je vais conclure, je vais bientôt arrêter, en vous disant que ce forum, ce n'est pas un forum d'historiens, c'est un forum militant, avant tout, dont le but n'est pas, ça sera aussi d'apporter des précisions, même des scoops, même des choses dont personne n'a jamais entendu parler, des choses vraiment très importantes, mais c'est avant tout un forum militant qui vise à lever l'omerta, hein, et lever l'omerta justement pour que des historiens, enfin, se penchent sur la question. 50 ans de silence, 50 ans. Quelqu'un me disait tout à l'heure, les 50 ans, c'est comme si on avait... C'est Pierre qui me disait, les 50 ans, c'est comme si on n'avait jamais parlé de la guerre d'Algérie, quoi. C'est la même époque. Donc, si le forum a pu se tenir, eh ben, c'est déjà un exploit. Et si je ne rentre pas dans les détails, je voulais en tout cas que vous le sachiez. Et je vais terminer en vous citant juste la conclusion, parce que je trouve que ça illustre très bien la situation, la conclusion du rapport du groupe d'études de l'OMS qui s'est réuni à Genève en octobre 1957. C'était la même année où ont lieu les accidents de Mayak en URSS, de Kishin-Mayak, et puis de Windscale chez la fille en Angleterre, des accidents dont on ne parle jamais non plus, qui sont très graves, notamment pour Mayak, qui dans l'échelle Guinness, bon, je ne vous en parle pas en détail, mais c'est au niveau 6, alors que Tchernobyl et Fukushima sont au niveau 7. Et ce rapport, qui est intitulé « Question de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques », dit donc en conclusion « Cependant, du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude, et qui saurait chevaucher l'ouragan et diriger la tempête. Voilà la conclusion de ce rapport de 57 de l'OMS. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour cette longue présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais maintenant donc ouvrir le forum et on va commencer. Je vais commencer par. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un seul article de presse, enfin plus ceux de l'OCO. Et puis j'ai aussi, je tiens à le préciser, mais on n'en a pas parlé longuement. Il y a eu aussi des documentaires qui ont été faits aussi localement sur France 300, à 13 minutes notamment, et que j'ai malheureusement pas pu voir. Et donc, pour vous dire que quand même, il y a quand même eu, évidemment, mais très peu de choses finalement, quoi, très peu de choses. Bon, alors, pour illustrer un petit peu l'aspect historique de ce forum, je vais vous lire, intégralement, il n'est pas très long, je vais vous lire l'article qui est paru dans Le Point le 22 mars 2011, qui a été coécrit par Jean-Michel Lécugis, Christophe Labbé et Olivier Recassens, qui s'intitule « Le jour où la France a frôlé le pire ». Alors, il est introduit comme ça, c'est exclusif. C'est à Saint-Laurent-des-Eaux qu'a eu lieu le plus grave accident nucléaire français. Je suis allé ramasser le radium fondu sur le réacteur avec une raclette. La radioactivité était tellement forte qu'on ne pouvait pas rester plus de 2 minutes. En ressortant, on avait pris la dose autorisée pour 1 an. Daniel Robert, qui devrait être là parmi nous, mais qui n'est pas encore arrivé, normalement, Daniel Robert
fait partie des centaines de nettoyeurs mobilisés en urgence par EDF sur la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Le 17 octobre 1969, une mauvaise manipulation lors du chargement du cœur sur le réacteur numéro 1 entraîne la fusion de 50 kg d'uranium. C'est l'un des plus graves accidents nucléaires jamais survenus en France. Pourtant, 42 ans plus tard, donc à l'époque de cet article, l'événement reste quasi inconnu du grand public. Le Point a mis la main sur des documents inédits et retrouvé des témoins qui, pour la première fois, racontent ce qui s'est réellement passé. La veille, le général de Gaulle était venu visiter cette toute récente centrale graphite-gaz, un procédé abandonné depuis. Alors, c'est tout à fait étonnant. J'ai essayé de vérifier cette affirmation de la présence de De Gaulle. Il y en a qui l'affirment, et d'autres, des historiens, notamment Gabriel Lèche, qui n'en parlent pas. De Gaulle n'était pas là. En tout cas, si physiquement, je ne sais pas s'il était physiquement ou là ou pas la veille, mais en tout cas, son esprit, manifestement, était là. Ça, c'est certain. Parce que ce qui est sûr, c'est que Marcel Boiteux, le président d'EDF, était présent la veille lors de l'inauguration du réacteur qui allait le lendemain donc, débuter son accident. Donc je continue la lecture. Une dizaine de jours après l'accident, des centaines de nettoyeurs entrent en action. Pour intervenir, il a fallu attendre que le combustible nucléaire refroidisse. Serge Roulier, 69 ans, se souvient. J'étais chef d'équipe, je veillais sur les gars pour qu'ils ne mettent pas leur vie en danger. On leur passait une corde autour de la taille. Au bout de 2 minutes, on tirait 3 fois dessus pour qu'ils remontent. Ça crachait fort là-haut. Pour pénétrer dans le bâtiment du réacteur, les nettoyeurs doivent se hisser dans l'enceinte par un trou d'homme percé dans une plaque d'acier de 30 cm. Daniel Robert est l'un des rares à être monté 2 fois. On le cite, on raclait l'uranium fondu avec des outils que l'on avait bricolés. On était éclairé par un projecteur, c'était d'autant plus dur que l'on travaillait avec un masque et 3 combinaisons de protection enfilées les unes des autres, alors qu'il faisait 40 degrés. La sueur ruisselait le long du corps, remplissait nos bottes en plastique. On mettait les déchets radioactifs dans des petites poubelles en plomb qu'il fallait ensuite redescendre. Daniel Robert est toujours vivant, il sera, j'espère, là avec nous tout à l'heure. Pour travailler le plus vite possible, chacun s'est entraîné sur une maquette grandeur nature construite pour l'occasion. Cela ne demandait pas de compétences particulières, mais il fallait être rapide. On avait pour rôle soit de gratter l'uranium, soit de le ramasser. Comme si le sort s'acharnait sur la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, 11 ans plus tard, le 13 mars 1980, à 17h40, les alarmes se déclenchent. Une nouvelle fusion se produit, cette fois sur le réacteur numéro 2. Un morceau de tôle vient d'obstruer une partie du circuit de refroidissement. La température fait un bond, ce qui provoque la fusion de plus de 20 kg d'uranium et entraîne l'arrêt d'urgence du réacteur. Dans la liste confidentielle établie à l'époque par EDF, ce sont plus de 500 personnes qui sont intervenues pour nettoyer et remettre en état de marche le réacteur. Des salariés d'entreprise, mais aussi beaucoup de sous-traitants. Même si la quantité de combustible est moins importante qu'en 69, c'était 50 kg, je vous rappelle, en 69 et 20 en 80, l'accident est plus grave parce que l'uranium, qui a séjourné dans le réacteur près de 2 ans, en 69, il était tout neuf, il venait juste de démarrer, très peu de temps auparavant. Cet uranium qui a séjourné dans le réacteur près de 2 ans est beaucoup plus radioactif. Pour faire écran aux radiations, des tonnes de plomb peuvent être transportées dans le bâtiment réacteur. C'était des sacs de 20 kg remplis de billes, précise Jeannette Gousset, qui est intervenue avec son père. On faisait une chaîne humaine pour les déposer là où ça crachait le plus. Il ne fallait pas rester plus de 20 minutes. Il faudra 29 mois pour nettoyer et réparer l'installation. Le bâtiment réacteur restera longtemps contaminé par les poussières d'uranium qui se sont dispersées à l'intérieur. Les 352 sous-traitants, chaudronniers, soudeurs ou mécaniciens, recrutés pour remettre en état le réacteur, se retrouveront particulièrement exposés à la radioactivité. 30 ans plus tard, que sont devenus ces centaines de nettoyeurs et de sous-traitants? Ont-ils fait l'objet d'un suivi médical particulier? Interrogé par Le Point, EDF n'a pas souhaité répondre. Combien d'entre eux ont développé des cancers liés aux radiations? Mystère. À l'époque, les doses autorisées pour les travailleurs du nucléaire étaient 2,5 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Dans un document interne à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux que Le Point s'est procuré, on
on découvre qu'en 1980, 71 personnes ont été traitées à l'infirmerie pour contamination, contre 7 seulement en 79, l'année précédente. 71, 7. Parmi les endroits du corps les plus touchés, la tête, les mains et le cou. Joël Roch, qu'on avait invité à être présent là, mais qui n'a pas voulu venir parce qu'il a peur. Il pense qu'ils sont trop fous, il en a peur. Joël Roch travaillait à la radioprotection au moment de l'accident. Je contrôlais la radioactivité des types qui sortaient de la zone chaude. Je faisais une vingtaine de relevés sur chaque personne. Mais au lieu de retranscrire la dose la plus élevée, comme j'aurais dû le faire, la direction m'imposait de faire une moyenne. Au final, ça revenait à minorer le niveau de contamination. L'accident a-t-il menacé les riverains de la centrale? Officiellement, non. Sauf qu'avant d'intervenir dans le bâtiment réacteur, il a fallu vidanger, c'est-à-dire relarguer dans l'atmosphère les 200 tonnes de gaz carbonique qu'il contenait et qui avaient été contaminés par l'uranium en fusion. 7 mois après l'accident, la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux a dépassé son quota annuel de rejet radioactif. Comme le montre un document récupéré par Le Point, son directeur demande alors une autorisation exceptionnelle pour des rejets supplémentaires. Un feu vert aussi accordé par le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, l'ex-IRSN actuel, Pierre Pellerin, qui symbolisera en 1986, aux yeux des Français, le mensonge sur le nuage de Tchernobyl. Une citation, peu de temps après l'accident, le professeur Pellerin est venu voir les élus dont je faisais partie pour leur expliquer que tout ça n'était pas grave. Par contre, Michel Emer, ancien conseiller général de Loir-et-Cher, aujourd'hui vice-président de la commission locale d'information sur le nucléaire. Le réacteur a pourtant été arrêté pendant 3 ans et demi, et l'accident a été porté au niveau 4 de l'échelle internationale des événements nucléaires. C'est à ce jour le plus grave jamais répertorié en France. Un épisode très longtemps demeuré secret. Le Point est en mesure d'affirmer que pour nettoyer l'uranium fondu dans les réacteurs 1 et 2 de Saint-Laurent, EDF mobilisera, donc je précise, dans ses propres rangs, 411 de ses employés. C'est l'une des dernières fois qu'EDF exposera en nombre ses propres salariés aux radiations et aux risques de contamination. Aujourd'hui, la quasi-totalité des interventions en zone chaude sont sous-traitées. Et Jean-Yves Busson nous donnera une information qui n'est connue de personne, qui va un petit peu vous surprendre. Et l'article se termine de cette façon par une citation de Georges Charpak, prix Nobel de physique. Nous sommes arrivés à la conclusion que tout ce qui concerne la sécurité ne peut pas être laissé aux seuls responsables politiques ou aux ingénieurs assurant la surveillance. Je vous remercie. On va maintenant passer la première partie, les 20 premières minutes du documentaire de Jean-Baptiste Renaud qui s'appelle Nucléaire, une politique du mensonge. Jean-Baptiste Renaud, qui devait être là, ne peut pas être là, pour des raisons personnelles, il ne peut pas. Et en revanche, nous avons fait une vidéo et le documentaire, enfin la partie du documentaire sera suivie de son message qu'il nous a transmis par vidéo. Merci.